Monsieur Kamanga. Bonjour. Nous vous interviewons dans le cadre de notre projet qui est en train de tracer les expériences des immigrés francophones en Grande-Bretagne. Et nous aimerions quand même vous poser certaines questions par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes à l'aise? À l'aise, vous voulez dire concernant l'interview ou concernant ma vie ici? Concernant l'interview. Bon, je voudrais bien me prêter aux questions qui me seront posées. J'espère que je pourrai y répondre aisément. Voilà. Faites un peu une petite présentation. Dites-nous un peu qui vous êtes, votre nom, votre histoire, votre âge, pourquoi pas. Je m'appelle Kamanga, ça c'est mon nom. Sur lequel d'ailleurs je m'appuie le plus parce que je considère que mon prénom n'a pas autant de valeur que celui-là. Je vis ici depuis un certain nombre d'années et bon, j'ai fait évidemment des expériences assez diverses. Présentement, je ne travaille pas, c'est principalement pour des raisons de santé, mais l'interruption pour laquelle les raisons qui à un moment avaient interrompu mon travail, c'est que j'avais effectué un voyage en dehors de ce pays et je me suis trouvé coincé à l'extérieur. Ça a énormément bouleversé mon existence ici. Peut-être que je n'ai jamais pu réellement reprendre mon équilibre, si je peux dire. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience en Grande-Bretagne, d'ordre d'immigration, tout un tas d'histoires, d'éducation, tout ça, parce que vous êtes étranger, ouais. Sans le savoir. Vous êtes arrivé dans un pays nouveau, une autre culture, tout était différent par rapport à votre pays habituel. Absolument. Donnez-moi un peu votre expérience, votre avis, tout ça. Absolument, parce que, primo, je suis originaire d'un pays francophone. Et non seulement le pays francophone, parce que c'est la langue officielle dans mon pays. Je suis originaire d'un très grand pays où qui a une composition aussi bien tribale, ethnique, très large. C'est l'un des plus grands pays, non seulement de l'Afrique centrale, mais en Afrique. Et j'ai eu la chance de voyager, de beaucoup voyager, du point de vue de ma profession. Et ça m'a permis d'avoir certains contacts culturels différents. Mais ce n'est pas ça le fond de mon problème. Je parle couramment, je peux dire assez aisément le lingala, parce que je suis né dans la ville de Kinshasa, mais je suis originaire de l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas ça qui a constitué une barrière, mais déjà le fait de venir ici dans une langue où on parle une langue qui est totalement différente de la nôtre, officiellement, c'est-à-dire du pays d'où l'on vient, ça constitue une première barrière. Et quand on arrive dans ce pays avec un certain âge, ce n'est pas très facile, surtout si à l'origine cette langue ne servait pas dans la communication courante, c'était pour des besoins d'études, c'était parfois pour des besoins de traduction, et ainsi de suite. Donc ça constitue une première barrière. Il faut s'adapter, il faut s'intégrer, comme on dit. Et c'est la première difficulté. Du point de vue social et culturel, c'est la première difficulté. Vous ne parliez pas la langue quand vous êtes arrivé, et tout à coup, c'est une autre langue qui vous embrasse. Oui. Et vous aviez une famille ou vous étiez seul? Non, je suis arrivé tout seul. D'ailleurs, jusqu'ici, présentement, je vis tout seul ici. Et on est entré dans le circuit administratif d'obtention d'un statut localement. Ce n'était pas facile, vous savez, quand vous ne connaissez pas la langue, vous devez toujours, heureusement, comme le système le permet ici, il faut trouver un interprète. Est-ce que ça répond toujours à la finesse de pensée ou des idées que vous voulez transmettre? Bon, c'est déjà une première barrière.
D'ailleurs, à ce point de vue, je vais le souligner parce que, vous savez, l'obtention d'un statut pour quelqu'un qui arrive ici pour des raisons que je peux qualifier de quelque peu sensibles. Quelqu'un qui n'est pas venu comme touriste, quelqu'un qui n'est pas venu pour rejoindre sa famille, pour rejoindre son épouse ou son mari, donc pour d'autres raisons, n'avoir pas la facilité de pouvoir s'exprimer, c'est un réel frein. Et ça crée beaucoup de difficultés à certaines personnes qui obtiennent par exemple un rejet d'acceptation. Certains même se sont retrouvés dans des conditions où ils ont simplement été expulsés du territoire, alors qu'ils avaient, je crois pour certains du moins, des raisons fondées pour venir ici. Donc c'est une énorme barrière. C'est-à-dire le statut, le problème d'immigration constitue une première barrière fondamentale. Fondamentale, je pense. Fondamentale. Oui, parce que vous pouvez avoir des raisons vraiment valables pour venir ici, mais quand vous ne, par exemple, je donne un exemple extrême, quelqu'un ne sait pas lire, quelqu'un ne sait pas écrire, c'est déjà quelqu'un ne connaît pas la langue. C'est une énorme barrière aussi, pour avoir toutes les bonnes raisons. Vous ne savez peut-être pas vous défendre, bon, quelqu'un peut se mettre à votre place et se mettre à interpréter ou à traduire ce que vous voulez dire, mais une traduction ne rend jamais fondamentalement ce que vous auriez voulu exprimer vous-même. Et ça peut vous mettre dans une situation où, malheureusement, à vos dépens, ça vous dessert. Ouais. Et je pense que ça arrive à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est une énorme barrière. Et pourquoi vous avez choisi la Grande-Bretagne? Je suis arrivé en Grande-Bretagne, ce n'était pas tellement parce que je voulais venir en Grande-Bretagne, mais c'était l'issue que j'avais trouvée pour arriver ici. Alors, vous arrivez dans un pays nouveau, comme un issue, la bouffe, vous la trouvez comment? Ah, mais il a vraiment fallu s'adapter. Hein. Il a fallu s'adapter parce que, primo, c'est vrai, quand on a un certain âge, on a eu suffisamment le temps de connaître, en tout cas, la valeur alimentaire de son origine, quoi. Donc, des aliments du terroir, ça, on connaît très bien. Un enfant, on n'a pas beaucoup de comparaisons, mais c'était quand même une certaine difficulté. Vous trouvez des choses qui, pour moi, ça a dû prendre des années avant vraiment que je m'adapte, que j'accepte le goût. Ce n'est pas que c'était des choses qu'on ne connaissait pas. On a mangé du poulet, on a mangé de la viande, on a mangé des légumes, mais vous sentez que c'est pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, l'expression s'y prête, on parle beaucoup de bio. Chez nous, on mange des aliments qui sont frais, qui sont originaux. Et si vous arrivez ici, que vous avez eu le temps de faire cette comparaison, vous allez vous rendre compte que quelquefois, il y a un énorme fossé. Hein. Et d'ailleurs, ceux qui, juste pour m'étendre là-dessus, ceux qui aiment bien aller dans nos magasins, essayer de retrouver les aliments d'origine, ils ont tout à fait raison. C'est vrai que ça coûte cher, ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire que de tout le temps que vous avez passé ici, vous avez maintenu votre régime alimentaire, ou vous avez essayé de goûter ailleurs aussi, essayer de faire une symbiose dans votre alimentation? Oui, à mon avis, je ne suis pas carré de principe. J'ai toujours considéré qu'il faut toujours apprendre. Vous voyez déjà le pays d'où nous venons, je suis congolais d'origine, il y a en tout cas une panoplie tellement large de variétés que moi je regrette énormément quand je vois par exemple quelqu'un qui est originaire, je peux donner un exemple, du Mayombe qui dit que c'est dommage, il y a une richesse infinie dans un pays comme le nôtre. Mais alors, si vous êtes une personne ouverte, mais apprenez, on apprend toujours. Goûtez, et puis appréciez.
il n'y a pas de limite pour ça. Hein. Et voilà, vous dites que vous aviez une carrière professionnelle chez vous, Oui. au pays de votre origine. Qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Quand je suis parti, je travaillais dans le journalisme. Ouais. Je travaillais dans le journalisme, c'est jusqu'au moment où je suis parti. Alors maintenant, vous arrivez ici, et vous êtes quelqu'un des communications, tout ça, vous aimez parler, vous aimez écrire, et ça c'était une langue, maintenant c'est une autre langue, il fallait imprégner toute cette réalité, tout ça. Oui, c'est ça la première Et difficulté. ça devient assez compliqué, mais malgré tout ça, vous y êtes, vous vous accrochez. Je m'y accroche, je peux dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et puis il ne faut pas s'arrêter. Il faut s'épanouir, il faut communiquer avec les autres, il faut s'adapter. Et heureusement, il y a beaucoup d'opportunités qui sont ouvertes. Il y a des canaux qui sont ouverts par le gouvernement, des écoles de langue, qu'on appelle d'ailleurs dans le cadre de l'anglais, anglais pour les étrangers. Je suis simplement en train de traduire ISOL, ça veut dire anglais pour les personnes qui parlent une autre langue. Parce qu'un enfant qui est né ici, qui soit originaire de mon pays par exemple, qui est né ici ou qui est venu en bas âge, il s'adapte beaucoup plus facilement. Il y en a qui perdent même leur langue d'origine ou même l'accent, ou si les parents ne font pas attention, même à la maison, il ne communique pas avec ses parents dans une autre langue que celle à laquelle il s'est ouvert ici. Et en tout cas, pour un adulte, il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que, bon, vous êtes dans un autre bain, vous devez communiquer, vous devez vivre, quoi, mener votre vie normale. Mais alors, comme il y avait le projet de l'ESSOL, vous avez quand même étudié? Oui, j'ai étudié. D'ailleurs, je me reproche de n'avoir pas été très très loin parce que ça m'aurait permis d'avoir beaucoup plus d'ouverture. Mais je peux quand même, disons, avoir un contact courant. Mais ça me trottine toujours dans la tête. Il faut essayer d'aller le plus loin possible. Vous savez, quand on a une certaine, je ne peux pas dire une maîtrise, mais une connaissance quand même assez approfondie d'une langue dans laquelle je m'exprimais dans notre pays, dans laquelle je travaillais, et que je n'ai pas le même niveau, je sens une profonde lacune. Je me sens diminué, je sens qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, il y a des choses que je ne sais pas exprimer, il y a des choses que je ne peux pas, sur lesquelles je ne peux pas m'étendre parce que je sens cette barrière. Peut-être que ça aurait été différent pour quelqu'un qui n'aurait pas, qui ne s'embarrasserait pas d'instruction, pour qui c'était sa première école. Peut-être qu'il ne ressentira pas la même chose, mais moi je ressens ça. Et vous êtes journaliste de profession, de carrière, vous arrivez dans un pays étranger, vous avez des difficultés de langue, et de ce fait, vous vous dites, mais comment? Faudrait-il continuer dans la même carrière ou essayer de faire autre chose? Malheureusement, oui c'est vrai, malheureusement en arrivant, on était même bourré un peu d'illusions là, de quoi que ce serait très facile. Souvent on l'exprimait quand on était en contact avec certaines personnes, des professeurs, ils vous disaient ne vous faites pas d'illusions, on ne vous canalisera jamais dans ce sens-là. Et j'ai eu le profond regret de constater que, c'est mon constat personnel, je peux me tromper, que des personnes qui arrivent ici avec un certain âge, qui avaient même déjà un certain bagage d'instruction, ce n'est pas qu'elles ne veuillent pas s'insérer, elles ne trouvent pas de créneau aisément. Je connais des personnes qui avaient, même professionnellement, qui étaient, si je peux dire socialement, déjà avec un niveau social assez élevé dans notre pays, qui avaient même assumé des grandes fonctions. Donc ce n'étaient pas des hommes
ni peu instruite, ni pas du tout instruite, mais qui après, on sentit qu'elle ne se retrouvait pas, quoi. Elle ne se retrouvait pas, et elle aurait bien voulu se caser, se reclasser, mais elle ne trouvait pas. Je crois que, à ce point de vue-là, on n'a pas les mêmes opportunités, c'est fort évident, par rapport à un enfant. Un enfant qui est né ici, c'est normal. Il suit un cursus auquel, petit à petit, il s'est habitué progressivement. Tandis qu'une personne qui arrive ici, qui arriverait par exemple, qui était magistrat dans notre pays, ou qui était responsable dans l'armée, ou je ne sais pas quoi, qui assumait certainement... Il faut se refaire, il faut aller même en guerre contre soi-même. Ouais. Alors maintenant, par rapport en tout le temps, vous êtes là, vous êtes seul, il y a la solitude Ouais. qui commence à vous ronger. Oui, ça c'est... Je crois que c'est l'une des réalités sociales ou sociologiques que l'on vit, j'ose penser, ici en Europe. Nous sommes originaires de pays où les gens, socialement parlant, culturellement parlant, sommes en contact avec tout le monde. Sommes en contact avec tout le monde, sans vouloir, c'est vrai, vous insérer dans la vie des autres, mais je peux vous donner un exemple, parce qu'on voyait ça souvent. Par exemple, vous prenez un bus, j'ai grandi à Kinshasa, vous prenez un bus, quelqu'un vous voit avec une mine un peu rabougrie comme ça, là. Très aisément, il pourrait vous demander, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous avez cette mine-là? Et vous lui donnez une réponse. En tout cas, sans le gêne du monde, cette personne, elle pourra vous apporter quelques conseils, elle pourra vous dire quelque chose, essayer de relever votre morale. Mais ce sont des habitudes qui n'existent pas ici. Ici, quand vous abordez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous a pas adressé la parole, c'est une intrusion. Ouais, c'est une réalité sociale qui est différente. Allez dans un bus, allez dans un milieu de transport, allez même dans un endroit, vous trouvez que généralement, les gens se taisent. Les gens vous allez prendre le métro, les gens se taisent, ils lisent, quelques-uns, c'est vrai, échangent, mais il faut que se connaissent. Pour qu'on vous adresse la parole, ce n'est pas automatique. Donc vous voyez, c'est une réalité sociologique qui est différente. Tandis que chez nous, tout le monde est en contact pratiquement avec tout le monde. En tout cas, ça se fait facilement. Donc c'est une réalité qui fait que on tombe aisément dans l'isolement. Dans l'isolement, ce n'est pas que vous vouliez vous isoler, mais la société, elle est comme ça, c'est la manière de vivre des gens. Chacun se limite dans son carré de relations ou de personnes avec lesquelles il est en relation, auxquelles il peut parler ou ne pas parler. Mais vous n'entrez pas chez n'importe qui, ni chez votre voisin, ni quelqu'un parce que vous le voyez régulièrement. Vous allez l'aborder, vous mettre à raconter votre vie ou essayer de connaître la sienne. Non. C'est vraiment une autre manière de voir, de vivre, quoi. Ouais. Et je pense, c'est même ça qui suscite un peu beaucoup les drames. Vous voyez, dans les relations humaines, quand des personnes auprès desquelles vous avez des contacts chaleureux, très rapprochés, quand elle tranche, vous voyez la personne, elle déprime. Hein? Mais nous, en tout cas, d'où l'on vient, vous pouvez vous trouver dans cette situation, mais vous trouverez n'importe qui, même peut-être une personne que vous ne connaissez pas, qui va vous aborder, qui va vous relever le moral, qui vous aidera d'une manière ou d'une autre. Et la société ici, en tout cas, à ce point de vue-là, elle est différente. Ça vous arrive aussi de dire, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire ici, là, hein? J'aurais dû rester chez moi, et ok, où il y a la belle ambiance, il y a du soleil, il y a la bonne bouffe naturelle. À certains points de vue, oui. À certains points de vue, on n'est pas mieux que chez soi.
j'ai eu suffisamment de temps pour apprécier d'où je viens. En tout cas, on n'est pas mieux que chez soi. Quelqu'un qui n'a pas de comparaison, ça ne lui dira rien, mais quelqu'un qui peut avoir une comparaison. Et chez soi, ce n'est pas une question c'est pas le matériel, ce n'est pas le... C'est mille et une choses. C'est mille et une choses. On n'est pas mieux que chez soi. Non, je ne pense pas. Et en tout cas, la réalité sociologique de nous, moi en tant que Congolais, et particulièrement en tant qu'Africain, elle est tout à fait différente. Et quand on l'a vécu en dehors des... J'aime autant appeler une sorte de miroitage, miroir aux alouettes, là. Parce que quand on est loin de chez nous, on a l'impression « Ah, ça c'est le ciel, il faut l'atteindre ». On le sait, on parle, on a de la famille qui se trouve au pays. Non, je vous dis, l'expérience, elle n'est pas celle que vous pouvez vous dire « Oh, mais c'est parce que vous ne voulez pas que je vienne là-bas ». Moi, je dis « Non, c'est pas que je ne voulais pas que tu viennes. Je te souhaite d'en faire l'expérience. Mais aussi longtemps que tu n'as pas fait l'expérience, tu ne le sauras jamais. » Et puis, en dehors de ça, vous voyez, la réalité climatique, c'est déjà il y a une énorme différence. Bien que dans un pays comme le nôtre, moi j'ai eu l'occasion en tout cas d'aller presque dans tous les recoins de la République, ma profession me le permettait. Il y a des coins où il fait... C'est un peu comme l'été continuel ici, ce qu'on appelle l'été ici. Là. Vous allez au nord-est de notre pays, vous longez tout l'est, vous allez au sud du pays. Mais c'est un climat qui est tout à fait différent. Je me rappelle de personne avec laquelle nous sommes allés, il est venu la première fois dans le Katanga par exemple. Il dit, mais il trouvait que il fait 3 fois ici, c'est pas possible. Et pourtant, c'est le même Congo. Mais il a pratiquement toujours vécu à Kinshasa. Donc, cette seule petite différence-là, pour lui, il ne l'acceptait pas. Et a fortiori, regardez un peu où, ici, par exemple, où on a des amplitudes thermiques de 20 degrés dans la journée ou 25 degrés, et puis le soir, il fait 4-6 degrés. Quelqu'un qui arriverait ici la première fois, il va se demander, mais on dirait que j'ai sauté dans le vide. Et comment vous vous êtes pris alors par rapport à ces froids, tout ça, c'est ce que vous n'avez pas connu? Ça a pris du temps, j'ai fini par m'habituer. On s'habitue, il y a le corps qui s'habitue, c'est évident. Et puis, on s'habille en conséquence. Hein. Ici, c'est vrai, c'est un pays de froid, mais même les natifs ici, vous les voyez, à un moment, ils sont chaudement habillés. Oui, il faut s'habituer. Et ceux qui sont restés, ne connaissant pas la réalité ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a une pression, par exemple, de leur part pour dire qu'ils m'ont écouté? Oui, la pression, on la ressent. Oui, elle est toujours présente. Déjà, on vous dit, tu vas avec tous des commentaires négatifs, là. C'est pour qu'on ne vienne pas là-bas. J'ai dit, non, c'est pas pour qu'on ne vienne pas. Je vous souhaite bien de venir, mais de faire l'expérience. Il faut faire l'expérience. Mais on tombe dans beaucoup d'illusions. C'est dommage. Tout le monde n'a pas les moyens. Je crois que les personnes les plus privilégiées dans la vie, ce sont les personnes qui sont capables d'aller où elles veulent. De disposer de moyens qui peuvent leur permettre d'aller dans un pays, d'apprendre, d'aller voir à quoi ça ressemble. Mais si vous ne le pouvez pas, quelquefois vous tombez dans des mirages. Et d'autant plus que ça se voit au niveau pratiquement du monde. Je me rappelle d'une lecture comme ça qu'elle avait faite où on montrait quelqu'un qui sort d'un village, qui rêve du milieu urbain. Celui qui va dans les milieux urbains, il rêve d'un pays entre guillemets développé. Et ce qu'on appelait, on croyait en général chez nous en Afrique, pays développé, ça veut dire l'Occident. Mais quand vous venez ici en Occident, vous voyez que les Occidentaux eux-mêmes cherchent à aller ailleurs.
Et il y en a qui considèrent, ici en Occident, que pour goûter agréablement de la vie, ils doivent même venir chez nous. Où ils goûtent au soleil, ils goûtent à la nature, ils goûtent à un environnement libre qui n'est pas pollué, ainsi de suite. Vous voyez ça que c'est? C'est un cercle vicieux. Ouais. Alors, par rapport à vos projets, comment vous vous situez dans le prochaines années, tout un tas d'histoires par rapport à l'expérience? Où est-ce que vous voyez en train d'y aller? Où est-ce que vous pensez vous retrouver dans les prochaines 10 années, par exemple? Mon plus grand souhait, c'est de retourner chez nous. C'est mon plus ardent souhait, c'est d'être utile chez nous. Je considère que ma présence ici, c'est une école. Ça vaut la peine. Il faut toujours aller ailleurs. Il faut toujours apprendre. Il ne faut d'ailleurs jamais arrêter d'apprendre. À mon avis, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre. Quand on fait attention autour de soi, qu'est-ce que l'on connaît? On ne connaît presque rien. Il y a tellement de choses que l'on puisse apprendre. Il y a tellement de choses dont on puisse profiter pour le faire profiter aux autres. C'est ma perception à moi des choses. Et il est une réalité, je peux dire, technique, ou de savoir, ou de connaissance, ou d'organisation, qu'il n'y a pas partout. Qu'il n'y a pas partout, et qu'il faut faire profiter à mon milieu d'origine. Oui, je souhaite, c'est ça mon souhait. Et comment vous comptez le faire? Évidemment, c'est de pouvoir retourner en ayant bien appréhendé ses connaissances et les mettre à contribution sur place. Alors, maintenant, nous devons maintenant aborder notre sujet qui concerne plus vous avez parlé un peu de la culture, du comportement, tout un tas d'histoires. Est-ce vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez quand même des relations, des gens qui sont ici. Quel est votre constat par rapport à la réalité que vous avez vécue chez vous et tout ce que vous voyez ici? Est-ce que vous pouvez faire une comparaison, un contraste entre les deux? Les enfants, on les voit plus... on voit des enfants, c'est évident, on en voit toujours... il suffit d'y faire attention. Ce qui me chagrine le plus, c'est ce que je vois souvent dans les médias où on exprime la fragilité du milieu dans lequel vit un enfant, où il est, même avec des conversations qu'on a eues avec des gens, surtout du point de vue de la culture. Je vois un enfant africain ici, un enfant européen, un enfant... Nous sommes dans un pays où vraiment cosmopolite, hein, où il y a des gens de toute origine, surtout quand vous trouvez tel que dans la capitale, dans ce pays ici, au Royaume-Uni, ici à Londres, vous voyez des gens de toute origine. Et comparativement, vous voyez des enfants qui suivent, ça se remarque, ils sont très imprégnés de leur culture, tandis qu'il y en a qui paraissent beaucoup moins. Et quand on lit, par exemple, des journaux qui font état, par exemple, de criminalité, de criminalité au niveau de la jeunesse, au niveau de l'enfance, vous vous posez la question pourquoi? Parce qu'on a toujours cru que nous nous trouvons dans des pays, entre guillemets, dits développés, où on veille beaucoup à l'encadrement des enfants, où tout est suivi, où, je pense, le crime, en tout cas tel qu'on le voit, devrait faire exception. Mais je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, je lisais un journal où on disait que l'un des plus grands fléaux actuels ici, c'est l'homicide. C'est les enfants qui se poignardent,
c'est devenu une tragédie telle que le gouvernement veut prendre ça vraiment à bras le corps. Donc vous vous demandez, l'enfant il est si fragile, c'est pas facile d'encadrer un enfant. Non, il y a plusieurs facteurs, c'est vrai. Et je me rappelle même, j'étais encore enfant, j'ai eu des parents qui étaient venus ici à l'étranger, qui étaient, disons particulièrement ici en Occident, qui estimaient que ce n'était pas bon qu'un enfant vienne ici. Un enfant, qu'il vienne ici ou qu'il grandisse ici. Parce qu'il y a beaucoup d'influences qui ne s'adaptent pas à une certaine époque d'âge. Si vous n'êtes pas très très attentif, eh bien vous allez le perdre. Voilà l'expression qu'on utilise, vous allez le perdre. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le maîtriser, l'orienter. Et je me rappelle même à moi-même, il disait, non, je souhaite que quand vous aurez terminé vos humanités, vous pouvez aller là-bas pour faire vos études universitaires, mais pas dans une certaine frange d'âge. Enfant, tout petit enfant ici, avec nous, vous encadre. Juste quand vous allez terminer les humanités, oui. Mais avant ça, non. Parce que, et c'est vrai, il y a une réalité administrative, politique ici, qui fait que l'enfant, il semble comme échapper à l'encadrement de ses parents. Surtout si malheureusement, eux-mêmes ne sont pas attentifs à cela. Parce que je me rappelle bien, surtout nos aînés qui étaient venus ici en Europe, les gens croyaient, soit Kenapoto, ce sera un homme, disons, accompli, à tout point de vue. Mais c'est une illusion. C'est une parfaite illusion. La rue n'éduque pas. La rue, il y a la rue ici, il y a la rue chez nous, il y a la rue partout. Donc, l'épanouissement d'un enfant, sa personnalité, son intégrité, ça ne relève que de ceux qui veulent le lui assurer, qui veulent le lui garantir. C'est pas la rue. C'est pas du tout la rue. Que ça soit là-bas ou ici, si cet enfant n'a pas eu cet encadrement-là, si ceux qui se trouvaient autour de lui ne se sont jamais souciés, ce sera un bandit aussi bien là-bas qu'ici. Donc le fait de se trouver en Europe, le fait de venir ici, c'est pas un gage de réussite du tout. Du tout. Tout ce qu'il y a, c'est ma manière à moi de voir les choses, ils ont une certaine perfection, enfin pas perfection, mais une avancée technique, un certain sens d'organisation, où dans nos milieux d'origine, peut-être on n'est pas très attentif, ou sur lesquels on ne fait pas très attention, ou que l'on n'encadre pas beaucoup, mais l'être humain accompli, il ne dépend que de ceux qui l'encadrent. Vous avez parlé de la criminalité, que notre histoire cherchant à faire allusion à la culture. Je pense bien. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a des personnes de certaines origines culturelles qu'on ne stigmatise pas particulièrement dans ce sens-là. C'est dommage, j'ai de la peine de dire. À un moment, ici, dans les médias, on a même dit qu'une communauté comme la nôtre, congolaise, elle avait battu le record de criminalité des enfants. Ça fait très mal. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont plus bandits, plus criminels? Mais il faut se poser des questions. Ça doit avoir une raison fondamentale. Et c'est quoi la raison? C'est pour ça que moi je dis, ça dépend énormément des parents. Il faut jamais qu'il y ait un laisser-aller. Il faut jamais qu'il y ait un laisser-aller. Je vous donne un exemple. J'ai dit, à l'époque, j'étais encore enfant, il y avait qui pensaient que cet enfant, il sera accompli. Mais c'est ça poto c'est pas poto éduqué.
C'est pas Poto qui va le rendre plus homme ou plus conscient ou plus responsable. Non, c'est l'encadrement. Hein? Ou des expressions. Aujourd'hui, jusqu'ici, on entend des expressions telles « Oh, mais oui, bien, Kasibana Poto, Kasibana Poto, non. Ça, c'est une conception erronée. C'est pas Bana Poto. C'est nous qui devons faire attention. Qu'est-ce qu'on veut que nos enfants deviennent? Est-ce qu'on veut forger leur personnalité, en faire des hommes intègres, des gens conscients, avec des projections sur l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes simplement des leviers qui aidons ceux qui viennent après nous, nos enfants, nos petits-enfants, à faire mieux, à parachever, je peux dire, la volonté du Créateur qui nous a permis de nous trouver d'exister. C'est ça. Oui. Et alors, maintenant, si vous rencontrez un jeune, un monsieur, une dame, de tout âge, en fait, pas un jeune seulement, qui arrive en Grande-Bretagne pour la première fois, et qui veut s'installer, qui est arrivé ici peut-être dans les mêmes conditions que vous, pour la même raison que vous, qu'est-ce que vous lui direz? Quel conseil Je pourrais lui donner? Je lui conseillerais d'avoir la tête froide. Oui. C'est-à-dire? La tête froide, c'est-à-dire d'être calme. Parce qu'il y a des raisons diverses qui motivent quelqu'un ou qui ont poussé quelqu'un à venir ici. D'être calme et je crois que de communiquer avec les autres. D'ailleurs, je voudrais souligner quelque chose. Ça a toujours été mon ardent souhait. Nous sommes malheureusement une communauté qui n'avons pas de structure d'encadrement. Nous Congolais, n'avons pas de structure d'encadrement ici. Il y a des personnes, si c'est vrai, elles donnent des conseils, il y a des bureaux, il y a des gens qui ont des bureaux de conseil, mais nous n'avons pas de structure d'encadrement où on vient au contact avec quelqu'un qui arriverait comme ça tout frais, qui n'a pas de langue, qui n'a pas rien, qui ne compte que sur le cercle le plus restreint dans lequel il atterrit. Et parfois le cercle le plus restreint dans lequel il atterrit, il n'est pas très ouvert non plus. Il n'est pas très ouvert, c'est-à-dire il ne se dit pas quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, quelles sont nos opportunités. Tout ça, c'est très important. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça dépend de votre niveau. Mais déjà, quand on a comme première difficulté la langue et qu'on ne cherche pas à faire un effort pour essayer de jouir davantage de ce qui peut vous être offert, parce que c'est une sorte de saut à l'inconnu. Vous voyez, vous arrivez, d'abord vous ne savez pas, vous êtes dépaysé, vous ne savez pas où est-ce qu'il faut aller, vous savez qui est-ce qu'il faut contacter, qu'est-ce qu'il faut faire, par où commencer. Donc, c'est plus du bouche à oreille, donc les structures n'existent pas. C'était aussi une énorme barrière. Moi, je crois qu'il faut que, si c'est possible, que la personne d'abord elle garde son calme, qu'elle communique autant que possible, qu'elle cherche. Évidemment, ça dépend toujours de chacun, à s'épanouir le plus possible. Ouais. Tout est ouvert pour apprendre plus, apprendre mieux. Et l'apprentissage, ce n'est pas que l'école, mais c'est l'échange d'expérience. L'échange d'expérience. Et ça contribuera énormément à son épanouissement. Vous avez une longue expérience, ainsi de suite, mais actuellement, oui. Vous avez dit pour raison de santé, vous ne pouvez pas travailler. Oui. Est-ce que vous avez eu suffisamment de informations ou de renseignements pour vous permettre de vous épanouir quand même, parce que
Quoi qu'en étant malade? Oui, je crois, parce que je vous assure, enfin, la chose qui m'a maintenu jusqu'à ce moment, elle m'a emmené à la suite des orientations médicales, des médecins d'ailleurs, à plusieurs types d'investigations médicales. Aller dans un scanner, ultrason, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À ce point de vue-là, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas été servi. Si, quand même. Mais néanmoins, comme je suis toujours buté au même problème, c'est vrai que ça m'angoisse. Ça m'angoisse énormément parce que je me demande finalement, c'est quoi l'issue? Je ne veux pas continuer à tourner en rond comme ça et rester à ne rien faire. Ça vous diminue vous-même, ça réduit vos moyens, vous imaginez bien. Quand on ne travaille pas, on vit dans des conditions qui sont beaucoup plus précaires que quelqu'un qui travaillerait normalement, c'est tout à fait évident. Et c'est vraiment pas encourageant. Mais mon plus grand souhait, c'est de m'en sortir le plus rapidement possible. Et qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Qu'est-ce que je continue à faire? Pour vous en sortir. Je continue à voir le médecin. J'ai encore d'ailleurs des rendez-vous avec le médecin. Et j'espère que ça finira par me donner une issue. Ouais. Voilà, on a assez parlé, tout ça. J'espère qu'on a été assez bref ou assez laborieux. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à tout ça? Une expérience que vous avez partagée, un mot de la fin, plein de l'histoire, avant de clôture? Il y a une expérience qui me réjouit, c'est de considérer que du pays d'où je viens et où je suis venu, je sens qu'il y a quand même une certaine convivialité chez mes compatriotes. Je ne sais pas si c'est parce que... Je crois que ce n'est pas seulement pour ça, parce que je suis né, j'ai grandi dans une cité cosmopolite. Vous voyez, vous vivez dans la ville de Kinshasa, on n'est pas... C'est pas la tribu, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai grandi avec des gens de partout. Hein. Et d'ailleurs, à l'endroit où j'habitais... Je ne pense pas qu'il y ait un seul quartier où on pourrait dire non, ça c'est question de vos rapports personnels, et je sens cette convivialité-là ici. Et en tout cas, mon plus ardent souhait, c'est que ça puisse continuer, mais qu'il y ait beaucoup plus d'entraide. D'entraide, c'est-à-dire d'apport des uns qui ont plus d'expérience qui ont plus d'expertise dans quel que soit l'aspect des choses. Ça peut être dans l'instruction, ça peut être dans n'importe quoi, mais de pouvoir contribuer à aider ceux qui le sont moins. Il y a des sociétés qui sont très figées, mais je crois que la nôtre, la congolaise, elle l'est moins. C'est mon impression. Et je souhaite ardemment que ça se développe davantage. Monsieur Kamanga, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Je vous remercie également. Merci.